Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Ah oui, alors en fait, les crevettes souvent sont roses après la cuisson. Mais c'est vrai que quand on les voit dans les élevages, elles sont plutôt multicolores ou transparentes, en général quand même un peu transparentes. Elles ressemblent pas du tout à l'image qu'on s'en fait, elles ne ressemblent même pas en fait à l'emoji crevette souvent qu'on a sur nos téléphones. Épisode 31. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Comme chaque année, depuis que j'ai lancé le podcast, je consacre un épisode entier aux animaux aquatiques, à l'occasion de la Journée mondiale pour la fin de la pêche et des élevages aquacoles. Journée qui a lieu le dernier samedi du mois de mars. Une fois par an, c'est déjà pas assez par rapport au nombre de victimes, mais c'est le strict minimum que je me suis fixé. Et dans cette intro, je dois faire mon mea culpa, parce que quasiment à chaque fois que je parle des animaux aquatiques, j'ai tendance à parler uniquement des poissons. Bon, faut dire, je suis un peu biaisé par le nom du podcast, que justement j'avais choisi parce que les poissons sont pas mal négligés dans la lutte animaliste. Mais dernièrement, j'ai eu une grosse prise de conscience. C'était pas une révélation totale pour moi, parce que je savais un peu que c'était un enjeu, de pas non plus oublier les autres animaux aquatiques sentients, comme les poulpes, les crabes, les homards, etc. Mais pour le coup, j'ai été choqué à la lecture d'un des rapports dont on parle dans l'épisode, dans lequel j'ai appris le nombre de crevettes tuées pour la consommation humaine. Je croyais sincèrement que c'était les poissons, les plus nombreuses victimes du spécisme. Mais en fait, si les crevettes sont sentientes, c'est elles qui sont en haut du podium. Et genre, de très loin. D'où cet épisode entier consacré à elles, grâce à mes deux merveilleux invités qui sonnent un peu l'alarme de façon hyper informée pour qu'on ne les oublie pas. Je reçois Léa Gutmann du Shrimp Welfare et Elisa Autric de Rethink Priorities, deux des rarissimes organisations dans le monde à faire des recherches sur la souffrance des crevettes. C'est parti. Bonjour Léa Gutmann. Bonjour. Alors aujourd'hui on parle des crevettes. Et on en parle avec vous parce que vous faites partie d'une organisation qui se consacre entièrement à elles et à la réduction de leur souffrance, le Shrimp Welfare Project. Et c'est une organisation assez récente qui a été lancée au sein du mouvement de l'altruisme efficace. Alors je renvoie les auditoristes à l'épisode 16 du podcast avec Tom Brichevalier pour découvrir ce qu'est l'altruisme efficace. Mais en gros, comment ça s'est passé la création de cette organisation ? Ouais, alors du coup, Shrimp Welfare Project, c'est une association qui a été lancée en 2021 par le programme d'incubation de Charity Entrepreneurship, donc un programme d'incubation qui vise à lancer des assos à fort impact. Donc qui mettent en relation des entrepreneurs donc avec des idées efficaces. Donc par exemple, eux, ils vont faire les recherches sur ça va être quoi les associations les plus efficaces à lancer dans le monde, les sujets qui manqueraient dans des associations. Qui peuvent faire le plus de bien en fait. C'est ça exactement. Et ils vont après recruter, donc ils vont avoir par exemple 5 grandes idées par programme et ils vont recruter des personnes. Il va y avoir un très grand processus de recrutement pour recruter des personnes qui voudraient fonder ces associations. Et donc en 2021, ils ont proposé une association sur les crevettes, donc qui sera devenue Shrimp Welfare Project, et qui a été lancée par cette incubation par Aaron Buddy et Andrés Jiménez Doria, qui ont du coup participé à ce programme d'incubation. Et du coup, Shrimp Welfare Project, c'est très simplement dans le titre, ça a pour objectif de réduire les souffrances de milliards de crevettes d'élevage. On est focus sur les crevettes d'élevage, donc par différentes interventions, voilà, globalement. Bonjour Elisa Autric. Bonjour. Alors vous êtes la co-autrice du rapport Crevettes, les animaux les plus couramment utilisés et tués pour la production alimentaire. Alors c'est en anglais mais je traduis. Qui a été produit en septembre 2023 par une organisation dans laquelle vous travaillez qui s'appelle Rethink Priorities. Et alors je dois avouer que les résultats de ce rapport, c'est-à-dire en fait le nombre d'individus crevettes qui sont exploités et abattus dans le monde, m'ont vraiment choqué. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et on va y revenir en détail bien sûr. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous présenter cette organisation, Rethink Priorities ?
Oui, tout à fait. Donc, Rethink Priorities, c'est un organisme de recherche qui se focalise sur des questions relativement négligées, comme par exemple le bien-être animal, les enjeux stratégiques liés à l'intelligence artificielle, le changement climatique et d'autres. Et c'est aussi un organisme qui fait de l'incubation et ou du soutien de projet. Et voilà, je travaille dans leur département bien-être animal et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à travailler sur les crevettes. Alors justement, on va en venir notamment au rapport que vous avez coécrit avec Daniela Waldorn. En fait, le nombre de crevettes exploitées, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été calculé à l'échelle mondiale de façon, ou du moins aussi précise avant ce rapport-là, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, il y avait déjà des estimations qui avaient été produites par l'ONG Fish Count, mais qui, à mon sens, étaient moins précises que celles qu'on a produites dans le présent rapport dont on discute, car elle prenait en compte, en général, en tout cas pour les crevettes pêchées, elle prenait en compte le poids moyen de toutes les crevettes et pas le poids moyen par espèce, ce qui en fait sous-estimait complètement le nombre d'individus. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, les statistiques mondiales des crevettes exploitées sont faites en tonnes et pas du tout en nombre d'individus. C'est pour ça que vous avez dû faire tout un travail d'estimation en fait à partir de ces statistiques disponibles qui sont en tonnage. C'est ça ? Oui, t'as raison de préciser. En fait, c'est les estimations de Fish Count comme les nôtres partaient des données de la FAO, donc l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Mais en fait, c'est des indications en tonnage, des statistiques en tonnage, et il faut donc diviser ce tonnage par le poids ou bien moyen de cette espèce, ou bien moyen de ce groupe d'animaux, ce groupe d'espèces. Et ce que Fish Count avait fait, c'était de diviser le tonnage total par le poids moyen de toutes les crevettes ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils allaient pas trop dans le détail du nombre d'espèces pour le nombre de crevettes pêchées. Et puis en plus, c'est des estimations qui avaient été produites quelques années avant les nôtres, sur la base de données de la FAO qui étaient antérieures. Et c'est ça qui a fait qu'on a voulu en refaire, en fait, faire des nouvelles estimations un peu plus précises. Oui, parce qu'en fait, il y a une assez forte variabilité de la taille des crevettes en fonction des espèces, et donc ça peut très vite faire des estimations qui vont du simple au je sais pas combienième. Enfin, en fait, ça peut faire varier énormément si on prend pas en compte qu'il y a certaines crevettes qui sont assez grosses et qu'il y a certaines crevettes qui sont minuscules, et qu'en fait il y a plein de crevettes différentes exploitées dans des nombres différents du coup. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'aquaculture, le poids total le poids total de crevettes produites en aquaculture est plus élevé que le poids total de crevettes pêchées. Mais finalement, le nombre de crevettes individuelles pêchées est beaucoup plus important que le nombre de crevettes élevées. Et c'est en raison, en fait, du poids moyen des crevettes élevées qui est beaucoup plus grand, parce que les crevettes qui sont élevées sont doivent correspondre aux attentes du marché, et c'est vraiment un sous-type de crevettes très particulier. D'accord. Oui, notamment, en fait, c'est pas les mêmes espèces entre les crevettes d'élevage et les crevettes pêchées, notamment parce que les crevettes d'élevage, elles sont vraiment directement destinées à la consommation, donc on veut qu'elles soient belles et grosses comme on aime les manger, nous humains, alors que la grande majorité, je crois, des crevettes pêchées, vous me dites si je dis une bêtise, en fait, sont transformées pour faire de la pâte de crevettes, donc peuvent être très petites, c'est ça ? Oui, c'est ça, la grande majorité des crevettes pêchées appartiennent en fait à une seule espèce, qui est l'espèce Acetes japonicus, donc les crevettes akami, qui sont utilisées pour faire la pâte de crevettes akami. Et c'est un mets qui est particulièrement apprécié en Asie du Sud-Est et dans l'Asie de l'Est. Ces individus-là, de cette espèce, Acetes japonicus, représentent au minimum 70% des crevettes pêchées. Donc c'est assez important. Mais c'est pas du tout la même proportion quand on regarde les tonnages, d'où l'importance de se pencher sur le poids moyen de ces petites crevettes qui font maximum, pour le cas d'Acetes japonicus, 2 cm. Ah oui. Et donc de produire des estimations en fonction de ça. D'accord. Et donc dans les grandes lignes, c'est quoi les résultats de vos estimations du nombre de crevettes pêchées d'un côté et d'élevage de l'autre ?
Et vous me disiez qu'il y avait une grosse asymétrie entre les deux, mais du coup, voilà, c'est quoi les chiffres que vous avez trouvés? Oui, alors au niveau des chiffres, on a donc trouvé que le nombre de crevettes pêchées chaque année serait proche de 25 000 milliards d'individus. C'est absolument énorme quand on compare aux estimations actuelles qu'on a par exemple pour les poissons, de l'ordre de 3 000 milliards. Donc là, 26 000 milliards, c'est vraiment beaucoup plus. C'est un ordre de grandeur au-dessus, en fait. Oui, carrément. Donc voilà, c'est ça qu'on a trouvé pour les crevettes pêchées. Et donc 70% de celles-là, comme on le disait précédemment, sont des crevettes akiyami qui sont donc destinées en grande majorité à faire de la pâte de crevettes, qui est un condiment utilisé en Asie du Sud-Est. Et on a trouvé que 440 milliards de crevettes sont élevées pour la nourriture humaine chaque année. Enfin, plutôt sont tuées pour la nourriture humaine chaque année à la suite d'un élevage, en fait. D'accord. Donc c'est hallucinant parce qu'en général, on a tendance à présenter les choses que les poissons sont tués dans un nombre absolument gigantesque par rapport aux animaux terrestres. Et là, vous me dites, il y a encore une échelle au-dessus d'un type d'animal aquatique, d'une espèce, de plusieurs espèces en l'occurrence d'animaux aquatiques, auxquels on n'avait pas suffisamment pensé, et avant votre rapport, dont on n'avait pas trop l'idée des chiffres en fait de leur exploitation, qui sont encore plus gigantesques que les poissons, alors que les poissons étaient déjà encore plus gigantesques que tout le reste. Oui, c'est complètement ça. Les poissons finalement ne sont pas les êtres entre guillemets la catégorie d'êtres les plus exploités. Alors après on peut toujours repenser les catégories, mais c'est vrai que voilà, de mettre ces chiffres en perspective, ça permet aussi de se rendre compte de l'ampleur du problème à la fois de l'élevage et de la pêche des crevettes. Parce que si on prend rien que les animaux terrestres tués en France, donc environ 1 milliard par an, là on est 26 000 fois plus en fait, bon à l'année au niveau mondial pour les crevettes, mais quand même pour les crevettes pêchées, et 440 fois plus pour les crevettes élevées. Donc ça doit nous amener à nous questionner, j'espère, et c'est pour ça qu'on est là. Oui, d'où le titre de votre rapport, crevettes, les animaux les plus couramment utilisés et tués pour la consommation. On voit à quel point on n'avait pas conscience de ça, et il est vraiment temps de faire passer ce message-là. Et c'est peut-être d'autant plus préoccupant que, en plus, c'est un secteur, je crois, qui a connu ces dernières années une très forte croissance au sein de la pêche. Donc c'est aussi un signe assez inquiétant. Alors au niveau de la pêche, je dirais pas que, enfin il y a eu une très forte croissance peut-être au cours des je sais pas, peut-être 30-40 dernières années, mais c'est en train de se tasser un petit peu au niveau de la pêche. Je crois que la croissance est moindre en ce moment, mais le secteur qui est en train de croître très rapidement par contre, c'est le secteur de l'élevage de crevettes, et ça par contre ça a triplé dans les 20 dernières années, le volume en tonnage donc de crevettes élevées. Et donc, c'est assez préoccupant, oui. D'accord. Et en plus, dans ces élevages, je crois qu'on observe une intensification des pratiques. Toujours plus de concentration, toujours plus de conditions qui potentiellement entraînent beaucoup de souffrance, parce que le but, c'est la rentabilité économique. Oui, alors après, l'intensification, c'est vrai que ça veut pas nécessairement dire plus de risque de souffrance, okay, paradoxalement, et on pourra peut-être y revenir. Mais c'est vrai que le secteur a connu une intensification qui se traduit de différentes manières, donc par un usage de technologies de l'élevage qui est accru en ce moment. Et puis en effet une augmentation de la production à l'hectare, et puis une augmentation des densités de peuplement des crevettes dans les élevages. Et une autre chose, je crois que Rethink Priorities a étudié, c'est l'énorme proportion de crevettes qui meurent en fait dans ces élevages avant même d'avoir atteint l'âge auquel elles sont d'habitude abattues pour être consommées, ce qui donne un indice peut-être de, en général, l'état de souffrance de ces individus dans les élevages. Oui, alors c'est vrai que quand je vous disais qu'il y a 440 milliards de crevettes élevées chaque année, en fait ce chiffre-là ne comprend que les crevettes qu'on va effectivement tuer à la fin et entre guillemets
récoltés. Et donc, ça ne compte pas tous les individus qui sont morts au cours du processus d'élevage. Et c'est vrai que donc Rethink Priorities, donc mes collègues Hannah McKay et Will McAuliffe viennent de publier il y a quelques jours un papier sur la mortalité pré-abattage, et ils estiment en fait que parmi tous les individus qui sont élevés, des individus crevettes élevés sur une année, eh bien 50% meurent avant d'atteindre l'âge d'abattage. Et en fait, ça correspondrait à 1,2 milliard de morts de crevettes par jour. Donc c'est assez impressionnant, encore une fois, au niveau des chiffres. Mais on peut pas prendre ça complètement au pied de la lettre en termes de proxy pour connaître la souffrance des crevettes dans les élevages, puisque les crevettes qui meurent avant l'abattage sont quand même plutôt des crevettes au stade larval. Et donc dans ce stade du développement de la crevette, on est assez peu sûr de si elles peuvent ressentir de la douleur à ce stade. Enfin, on n'est déjà pas sûr qu'elles puissent ressentir la douleur quand elles sont adultes, mais il y a encore moins d'indications qu'elles ressentiraient la douleur au stade larval, et d'un point de vue évolutionnaire, ça ferait pas forcément sens, puisqu'au stade larval, en fait, elles sont planctoniques, c'est-à-dire elles peuvent pas se déplacer, se mouvoir d'elles-mêmes. Elles sont uniquement déplacées, dans la nature, par les courants marins. Et en tout cas, certains scientifiques pensent que l'existence des mécanismes de la douleur ne ferait pas sens dans un tel cadre, et que la douleur peut-être arriverait serait utile uniquement pour les individus qui sont autonomes. Et bien justement, parlons-en de la sentience des crevettes. C'est justement parce que je pensais très peu plausible le fait qu'elles soient sentientes que je me préoccupais pas tellement de leur sort. Alors pour s'inquiéter de la souffrance des crevettes, il faut déjà qu'elles soient sentientes, a priori, c'est-à-dire qu'elles soient capables d'avoir des expériences positives ou négatives dans leur vie, et donc en particulier de ressentir la douleur. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment de bonnes raisons de penser que les crevettes sont sentientes ? Il manque encore de la recherche sur le sujet, mais on a quand même des éléments qui montrent bien qu'il y a des fortes probabilités que les crevettes soient sentientes. Par exemple, on peut voir des réponses comportementales pour échapper à des prédateurs, par exemple les crevettes qui vont agiter leur queue, ou par exemple qui vont agiter leur queue aussi par rapport à un stimulus potentiellement dangereux. Donc ils vont avoir un comportement différent du comportement habituel suite à des situations de stress, ou qui peuvent leur causer en fait des torts ou du coup de la douleur, on peut supposer, si elles ont ce genre de comportement. C'est ça, exactement. Par exemple, on voit donc la mutilation du pédoncule oculaire des crevettes, donc qui est une pratique qui est fortement faite dans les élevages, dont on parlera probablement un petit peu plus après. Le pédoncule, c'est l'équivalent de leurs yeux, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est une pratique qui est fortement réalisée dans les élevages, et on voit que les études sur cette pratique montrent que elles ont une réaction de recul, elles vont faire des coups de queue, elles vont se frotter la zone touchée. Et après, quand on va administrer des anesthésiques, par exemple, ces comportements vont être réduits. Donc ça montre que les crevettes ressentaient la douleur à ce moment-là, et que voilà, les anesthésiques réduisent tout ça, donc que c'était bien lié à la douleur ressentie, la détresse, qu'il y avait ces comportements. D'accord, donc en fait on voit la présence a été étudiée d'un ensemble d'indicateurs qui indirectement permettent d'inférer la présence effective de sentience chez les crevettes, c'est ça ? C'est ça, oui, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, on va voir qu'il y a une présence de centres protocérébraux, par exemple chez les crevettes à pattes blanches, donc c'est les crevettes qui sont les plus élevées dans le monde, qui indiqueraient donc la capacité d'apprendre et de se souvenir. Il y a des réseaux neuronaux spéciaux pour traiter les informations complexes, et ce genre de choses. Après voilà, on manque quand même de recherche, parce que la recherche sur notamment cette espèce de crevette, ça se concentre beaucoup sur les comportements alimentaires, les pratiques de reproduction, donc l'accouplement, les densités de peuplement, tout ça. Donc par exemple tout ce qui est recherche sur le traitement de l'information, les compromis motivationnels, donc le processus des êtres sentients, genre qui vont choisir entre divers besoins ou divers désirs. Par exemple des animaux qui se disent j'accepte d'avoir un tout petit peu de douleur si ça me permet d'obtenir un peu de nourriture par exemple, et qui du coup font le compromis entre plusieurs choses qui peuvent leur apporter des choses positives et négatives. Exactement.
Donc ça c'est pas du tout étudié. Donc on ne sait pas. Donc après c'est pas parce qu'il y a un manque de recherche et donc on ne sait pas qu'il y a pas ces choses-là chez les crevettes. Ça reflète pas l'absence de ces phénomènes. Juste on n'a aucune étude qui les montre. Oui, on manque de données globalement, c'est ça. C'est ça, ouais. Et pourtant il y a un rapport qui a été fait par une équipe de recherche des plus grands spécialistes de la sentience internationale, on pourrait dire, à la London School of Economics. Il me semble que ce rapport est cité sur votre site de Shrimp Welfare Project à l'appui pour dire il y a suffisamment quand même de raisons de penser que les crevettes ont de fortes chances d'être sentientes. Oui, totalement. Donc ça, c'est un rapport qui a été publié en novembre 2021. Et donc ça avait été commandé par le département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales au Royaume du gouvernement britannique. Et du coup, oui, la recommandation centrale de ce rapport, donc qui a été fait sur la sentience des céphalopodes et des décapodes, c'est que tous les céphalopodes et les décapodes devraient être considérés comme des êtres sentients, qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent la probabilité assez haute que ce soit des êtres sentients. D'accord. Les céphalopodes, c'est les poulpes, par exemple. C'est ça. Et donc les crevettes, elles sont parmi les décapodes. C'est ça. Ouais, oui, d'accord. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, je crois que ce rapport va exactement dans le sens de ce que vous avez dit, en disant qu'il n'y a pas de cas où ils ont trouvé une confiance très élevée ou élevée dans le fait qu'un taxon, donc un des grandes catégories d'animaux, ne satisfasse pas un des critères de la sentience. Donc c'est ce truc ils n'ont pas toujours assez de données, mais à l'inverse, il n'y a pas de données qui prouveraient l'absence de sentience. Oui, exactement, absolument. Ok. Et donc, si les crevettes sont bien sentientes, ce que du coup on voit qu'on a de bonnes raisons de penser potentiellement, c'est un sujet qui est vraiment très important a priori, car ça fait des milliards d'individus qui souffrent et pour lesquels finalement très peu est fait pour le moment. Oui, en plus, il y a un caractère très négligé dans le fait de travailler sur les crevettes parce que très peu de personnes travaillent dessus, donc c'est super important d'avoir des actions qui se focus là-dessus. Et il y a des grandes possibilités d'amélioration en plus, parce qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut vraiment avoir de l'influence et qui ont une possibilité d'amélioration concrète sur les conditions de vie dans les élevages, notamment des crevettes. Mais du coup, si c'est un sujet aussi important, comment ça se fait qu'on n'en entende pas plus parler, et y compris, je me dis, au sein du mouvement animaliste, c'est pas quelque chose dont on parle vraiment. Il y a très peu de gens qui ont les crevettes en tête quand on se dit on va aider les autres animaux. Oui, globalement les crevettes, c'est des tout petits animaux qui vivent dans la mer, dont on ne se sent pas très proche. C'est un peu le problème qu'il y a avec globalement tous les animaux aquatiques. On a un manque d'empathie qui est dû, selon moi, au fait qu'on est très peu en contact avec les animaux aquatiques, les crevettes, que c'est des animaux assez différents de nous. Il va pas y avoir des réactions, par exemple faciales, qu'on va pouvoir comprendre. Donc je pense que l'empathie envers ces animaux est compliqué à construire, plus compliqué que d'autres. Et il y a aussi très peu d'informations, donc on manque d'informations sur le sujet, de personnes qui vulgarisent, pour aussi que même si elles soient loin de nous, finalement, on ait des informations concrètes qui pourraient nous montrer que les crevettes souffrent, etc. Enfin voilà, ça vient aussi, je pense, du manque d'informations et de l'environnement qui fait qu'on les croise peu, quoi. D'accord. Et du coup, c'est pas surprenant, finalement, que le peu qui est fait au sein du mouvement animaliste en faveur des crevettes ait été lancé au sein du mouvement de l'altruisme efficace, où les facteurs dont vous avez parlé, le fait qu'il y a un grand nombre, un potentiel d'impact, un potentiel d'amélioration et un caractère négligé, c'est des choses qui sont vraiment pensées, qui sont au cœur, finalement, de la réflexion de l'altruisme efficace. Oui, absolument. C'est vrai que dans l'altruisme efficace, le choix des causes, ça va être beaucoup sur ces critères-là, donc le critère négligé, le critère d'amélioration, etc. Après, même dans l'altruisme efficace, les gens sont un petit peu étonnés, même dans l'altruisme efficace, parfois, du sujet. Ah oui, l'arrivée de Shrimp Welfare Project parmi les charities lancées a été accueillie avec de la surprise, c'est ça, ou Oui, du c'est scepticisme. Ça. Un petit peu, voilà. Il y a eu ce genre de choses. Il y a eu aussi Andrés, donc un des cofondateurs, qui raconte souvent cette histoire que lui, quand il a vu que Charity Entrepreneurship proposait une association sur les crevettes, il s'est dit non mais voilà, là ça va trop loin quand même, les crevettes, faut pas exagérer. Et il a lu le rapport et s'est dit en fait c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que les premières souvent émotions sont pas ah oui évidemment, c'est plutôt ah bon les crevettes, c'est bizarre. Comment ça, voilà, c'est ça. Pourquoi on va aller s'occuper de ça? Exactement, oui. Ok, et vous-même, c'était votre réaction face à cette question-là? Moi personnellement, ouais. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis très intéressée de travailler sur tout ce qui est tous les animaux aquatiques. En fait, avant, j'étais chargée de campagne pour la Journée mondiale pour la fin de la pêche et j'ai voulu vraiment me mettre que sur les animaux aquatiques. Et pour moi, c'était assez
évident en fait que l'empathie pour les animaux sentients, c'est tous les animaux sentients, et personnellement j'ai énormément d'empathie envers les animaux aquatiques, même plus parfois que pour les animaux terrestres, ce qui est assez surprenant. Je pense que c'est parce que je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup aimé regarder des documentaires et j'aime beaucoup tout ce qui est les animaux aquatiques. Même avant d'être végane, j'étais très fascinée par la mer, etc. Et du coup, moi, ça n'a pas été mon cas. Et au contraire, quand Shrimp Welfare Project a été lancé, j'en ai entendu parler par la communauté de l'altruisme efficace France. Et j'étais trop contente. Vraiment, je suivais tout sur les réseaux sociaux, les newsletters. J'étais extrêmement contente du lancement de cette association. Et bon, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux, j'étais absolument ravie. Mais voilà, donc pas spécialement de la même manière. Bah d'ailleurs, je renvoie les auditeuristes à l'épisode qu'on avait enregistré ensemble quand vous étiez justement chargé de campagne pour la Journée mondiale pour la fin de la pêche, et où on soulevait une partie de ces questions sur le fait de la plus grande difficulté à avoir de l'empathie pour les animaux aquatiques, mais leur nombre très important et l'importance de les prendre en compte aussi dans nos réflexions. L'épisode s'appelait « Laissons les poissons dans l'eau » si les personnes veulent aller écouter, et l'aurait raté. Voilà. Et est-ce que même si, bon, vous l'avez dit, il y a un début de recherche, mais globalement un manque de données et donc encore pas mal d'incertitudes autour de la question de la sentience des crevettes, est-ce que malgré ça, on doit quand même consacrer beaucoup de ressources à réduire une souffrance qui est pour l'instant plutôt potentielle? Est-ce que c'est important dès maintenant de mettre des choses en place en fait? Oui, concrètement, oui, c'est très important parce que en fait, il y a quand même assez de probabilités que les crevettes soient sentientes, et on n'a pas besoin en fait d'être en mesure d'affirmer genre totalement à 100% qu'un animal est sentient. On doit plutôt prendre en compte la probabilité que l'animal soit sentient, et là, vu qu'il existe une chance non négligeable que les crevettes soient sentientes, on doit tenir compte de ses intérêts lorsqu'on décide de la manière de la traiter, et du coup c'est très important aussi qu'il y ait des associations qui s'occupent de ça pour que les intérêts des crevettes, qui sont très probablement sentientes, soient pris en compte dans les élevages, etc. Oui, on se dit que pour les poissons, à un moment où on était encore beaucoup plus incertaine sur leur sentience, il aurait fallu commencer tout de suite en fait à s'en préoccuper beaucoup plus tôt. Parce que maintenant, en fait, on est assez sûr que les poissons sont sentients, et donc on aimerait qu'on ait commencé plus tôt à travailler sur cette question-là. Et il me semble que ça rejoint un principe qui a été défendu par justement un des spécialistes qui avait écrit le rapport dont on a parlé par la London School of Economics, Jonathan Birch, qui a parlé d'un principe de précaution vis-à-vis de la sentience, c'est ça ? Oui, absolument. Bah, en fait, ce que je viens de décrire, donc cette espèce de s'il existe une chance non négligeable qu'un animal soit sentient, on doit le tenir en compte de ses intérêts. On n'a pas besoin d'affirmer à 100% qu'un animal est sentient pour penser qu'il est moralement pertinent de prendre des mesures pour éviter sa souffrance. Et du coup, ça, voilà, c'est vraiment le principe de précaution, cette chose-là. Au cas où, quand on commence à avoir de bonnes raisons de se douter, on met des choses en place parce que c'est important et que l'impact pourrait être gigantesque. C'est ça, c'est même si c'est pas 100% sûr, vu que la probabilité est haute, il vaut mieux faire quelque chose, parce que si on fait rien, les conséquences sont vraiment catastrophiques. Ok, c'est super clair. Bon, mais je voulais en apprendre plus sur comment se passe concrètement la vie d'une crevette dans un élevage. Et ça tombe bien, parce que tant Rethink Priorities que le Shrimp Welfare Project ont récemment travaillé sur cette question. Venons-en peut-être au deuxième rapport qu'avait commis Rethink Priorities, qui est le rapport en décembre 2023, Considérations relatives au bien-être des crevettes d'élevage. En fait, c'est un rapport qui essaie de trouver quels sont les facteurs de la souffrance, enfin, surtout de la souffrance des crevettes en élevage, et c'est peut-être l'occasion de parler plus généralement des conditions d'exploitation des crevettes, de quel type d'élevage existe, dans quel pays, enfin voilà, de faire un peu un tour d'horizon ensemble de ces recherches-là, puisque c'est aussi méconnu que le nombre de crevettes exploitées. Peut-être de façon générale, je sais que c'est une question peut-être trop large, mais globalement, ça se passe comment, la vie d'une crevette d'élevage? Et est-ce que c'est très différent en fonction des élevages? Quelles sont les différentes étapes, peut-être? Oui, alors la vie des crevettes d'élevage, on peut commencer avant même qu'un individu vienne au monde. En fait, il va falloir qu'il soit conçu, et donc il va être conçu à partir donc des œufs qui vont être fertilisés de femelles crevettes. Ensuite, donc elles naissent dans ce qu'on appelle des écloseries. Où elles vont rester donc voilà au stade larval, et puis elles vont finalement être déplacées dans un élevage différent pour vivre à l'âge adulte. Et c'est là en fait qu'elles passeront l'essentiel de leur vie, parce que le stade larval et post-larval, ça dure quelques jours à un mois au total si on considère les deux stades. Et puis ensuite,
l'essentiel de la vie de la crevette, de sa croissance, va se passer dans les élevages. Et là, ces élevages-là, elles vont y rester, selon les espèces, entre 3 et 6 mois, jusqu'à la fameuse récolte. Voilà. J'ai demandé à Léa Gutmann de m'expliquer ce qu'est le Shrimp Welfare Report, qui parle justement de la souffrance des crevettes. Ce rapport, ça a été un gros travail de résumer, en fait, c'était quoi ce qu'on savait sur le bien-être des crevettes et en élevage, ce qui serait important d'améliorer ou finalement ce qui n'est pas si important que ça. Donc ça a été une espèce de première tentative de rassembler les informations. Et là, en fait, on travaille sur une nouvelle chose qui sera publiée bientôt, qu'on appelle donc le Welfare Index. Donc c'est un indice de bien-être des crevettes. Et ça, ce Welfare Index, il évalue les facteurs donc qu'on a dans le Shrimp Welfare Report, donc les plus importants pour le bien-être des crevettes, donc en les pondérant en fonction de leur importance. Mais c'est en quantifier en fait, en disant tel facteur est vraiment très important pour les crevettes de 0, tant, enfin voilà. C'est ça, voilà exactement, on pondère et on fournit une note globale, et comme ça a une espèce d'évaluation des pratiques actuelles et avec des taux d'importance sur ce qui serait très important à travailler, sur quoi il serait très important de travailler en fonction des facteurs. Ah oui, ça vous permettra en fait de quantifier différentes interventions que vous pourriez essayer sur tel et tel facteur. Vous pourrez calculer finalement ça améliorera la situation ou ça réduira les souffrances de à peu près tant si on essaie de mettre des chiffres là-dessus, c'est ça. Voilà, et donc de les comparer, de se dire on va se concentrer sur les interventions qui auront le plus d'impact. C'est ça, exactement. Ça peut quantifier l'impact de chaque facteur sur le bien-être des crevettes. On pourra baser nos processus là-dessus et ce sera aussi utilisable par d'autres gens. Ce sera publié au grand public, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement et qui va être publié très bientôt dans les prochaines semaines. Ok. Et est-ce que vous avez des grandes lignes déjà quels sont les différents facteurs que vous avez regardés et parmi ces facteurs, quels sont vraiment les plus importants, quels sont ceux qui causent le plus de souffrance actuellement aux crevettes qui sont exploitées en élevage? Oui, alors du coup, il y aurait plusieurs facteurs, donc j'ai pas les pondérations exactes parce que c'est assez complexe, mais il y a des facteurs principaux. Donc déjà, on aurait tout ce qui est l'abattage et l'étourdissement avant l'abattage. Donc les pratiques d'abattage actuelles, c'est l'asphyxie ou l'immersion dans de la glace ou dans de l'eau glacée. Ça, c'est ce qui est très utilisé actuellement pour l'abattage des crevettes. Et ça, c'est susceptible de causer des souffrances sévère. D'ailleurs, le rapport dont on parlait de la LSE sur la sentence des céphalopodes et des décapodes parlait de l'efficacité de la réfrigération finalement pour rendre les décapodes inconscients. Et ils disent que c'est très incertain, on ne sait pas si c'est efficace et ça peut provoquer énormément de souffrance. Ou ça peut prendre énormément de temps finalement avant de les étourdir. Finalement, on a l'impression que c'est presque plus fait pour les consommatrices parce que ça permet de garder les crevettes fraîches que pour le bien-être des crevettes elles-mêmes. Oui, alors on a l'impression souvent que, vu qu'on les met dans de l'eau glacée, elles vont arrêter de bouger, le cœur va ralentir, donc on va avoir l'impression que, en fait, elles sont mortes ou étourdies, mais finalement, on n'est vraiment pas sûr que ce soit le cas, et c'est même probable que ce soit pas très efficace finalement, et que ça engendre énormément de souffrance. Donc actuellement, on n'a pas non plus des preuves énorme concernant les méthodes d'abattage optimales pour les crevettes. Sur les preuves sont assez limitées, mais ce qui apparaît comme le moyen le plus efficace d'étourdir et de tuer les crevettes, c'est l'étourdissement électrique, donc qui serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et que ça minimiserait fortement les souffrances. Donc voilà, ça c'est pour l'étourdissement, l'abattage, c'est un des premiers facteurs qui causerait énormément de souffrance aux crevettes dans les élevages. Ensuite, on a les pédonculations oculaires, l'ablation du pédoncule oculaire, donc qu'on a déjà mentionné un petit peu. Le fait d'arracher les yeux, donc. C'est ça, donc c'est une méthode qui est vraiment largement utilisée dans les élevages. Mais pourquoi, en fait? On comprend pas pourquoi ils arrachent les yeux. Ça sert à quoi? Ou c'est censé servir à quoi? En fait, ça vise à raccourcir le temps de maturation et à augmenter la ponte. En fait, derrière le pédoncule oculaire, il y a une hormone qui, quand on coupe, ou on coupe, ou on écrase, ou on cautérise, ça peut aussi être fait de cette manière. Et en fait, quand on fait ça, l'hormone est libérée et en fait, le fait de libérer cette hormone, elle raccourcirait le temps de maturation et ça augmenterait aussi la ponte. Donc c'est fait juste chez les femelles, donc parce que c'est à but de reproduction. Pour qu'elles se reproduisent encore plus vite, hyper rapidement et donc que ce soit plus rentable en fait. C'est ça, exactement. Mais en fait, on voit que ça a des conséquences extrêmement néfastes, comme on peut le penser. Donc, il y a des traumatismes physiques assez forts,
un stress accru, des déséquilibres physiologiques. Et en fait, on voit aussi que ça n'a pas forcément l'impact attendu par les éleveurs et les éleveuses, parce qu'il y a aussi un épuisement reproductif. Et du coup, finalement, sur le moment, ça va en effet avoir sur le court terme un impact de maturation, d'augmentation de ponte, mais sur le long terme, finalement, ça ne sera pas si utile que ça pour les éleveurs et les éleveuses. Et aussi, il y aura un taux de mortalité élevé, donc ils vont perdre beaucoup d'animaux comme ça. Et finalement, ce n'est pas si utile que ça. Et d'ailleurs, il y a des établissements qui commencent vraiment à arrêter tout ça, notamment en Équateur, au Mexique, en Thaïlande. Enfin, c'est quelque chose qui commence à beaucoup être réduit. Ok, donc ça, on se dit qu'on pourrait très très facilement faire sans, et donc ça va être, c'est un des moyens d'amélioration, disons, assez facile à mettre en place. Ouais, absolument. Ça passe aussi beaucoup par en parler avec les éleveurs, les éleveuses, et montrer qu'il y a d'autres moyens, etc., pour les informer qu'en fait, c'est pas forcément si utile que ça. J'ai l'impression que depuis notre position humaine, on a plus de facilité à avoir de l'empathie quand on s'imagine que les yeux sont arrachés, parce que c'est un truc qu'on peut s'imaginer chez nous et qu'on trouve ça horrible et que c'est affreux, mais qu'en fait, il y a certains facteurs peut-être de bien-être ou de souffrance chez les animaux aquatiques qu'on n'arrive pas trop à s'imaginer parce qu'on vit pas dans les mêmes milieux. Et typiquement, il y a plein de facteurs que vous listez qui ont trait à la qualité de l'eau. Et c'est un truc auquel on pense pas pour tous les animaux aquatiques, alors que c'est en général assez important en fait pour eux. Oui, totalement. Dans la qualité de l'eau, il y a en particulier certains facteurs, donc par exemple l'ammoniac non ionisé ou le pH, donc ce qui sont des éléments en fait dans l'eau et qui ont un impact très important sur la qualité de l'eau. Ça, voilà, les changements dans ces facteurs, ça peut conduire à une qualité de l'eau vraiment sous-optimale et donc à un stress prolongé de la part des individus, donc avec des dysfonctionnements immunitaires, donc des maladies qui se développent plus facilement, une mauvaise santé, enfin voilà tout ça. La qualité de l'eau, c'est quand même un facteur très important et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que nous, voilà, l'ablation du pédoncule oculaire, c'est quelque chose envers lequel on arrive à avoir beaucoup d'empathie finalement parce qu'on arrive à se projeter dedans. Et d'ailleurs, dans le milieu français, on commence à voir de plus en plus des associations qui parlent de l'épédonculation oculaire. Mais c'est vrai que ce qui est qualité de l'eau, ou même des fois la réduction de la densité de peuplement, donc le nombre d'individus dans chaque bassin. Ah oui, c'est un facteur important. C'est un facteur aussi important parce que ça agit sur beaucoup de choses. Donc déjà, plus c'est peuplé, plus la qualité de l'eau, ça va être compliqué à avoir une bonne qualité de l'eau. Va y avoir plus de maladies et donc de mortalité. Mais aussi la surpopulation directement sur les crevettes, ça va engendrer des comportements agressifs, des blessures physiques, du cannibalisme parfois même. Tellement elles sont pas bien et en stress. C'est ça, voilà. Et donc les densités de peuplement plus faibles, c'est associé à un taux de survie beaucoup plus élevé. Donc voilà, probablement en raison de réduction du stress et de maladies. Et tous ces éléments-là, c'est vrai que c'est des choses où nous, on va avoir un peu moins de facilité à se projeter et à possiblement avoir de l'empathie envers ces trucs-là et de comprendre plus facilement ces choses-là. D'accord. Mais si les personnes, les auditeuristes veulent rentrer encore plus dans le détail sur le contenu de ce rapport, peut-être que je renverrai, je mettrai tous les liens dans la description et en particulier un article de vulgarisation dont vous êtes l'autrice dans la revue de la Fondation Droit Animal qui résume et qui va plus dans le détail encore sur tous ces facteurs-là et sur la question de la sentience aussi qui fait le point sur les connaissances actuelles sur la sentience des crevettes et donc ça peut être une bonne ressource pour aller un peu plus loin si les personnes sont particulièrement intéressées par cette question. Oui, absolument. Si vous voulez un peu plus de détails sur les facteurs exacts, les taux exacts, par exemple, dans la qualité de l'eau, c'est détaillé dans cet article. Super. Et leur vie se passe très différemment. Je crois qu'un des points mis en avant dans le rapport, c'est la grande différence des types d'élevage. Notamment, il y a des élevages très extensifs et des élevages intensifs, voire ultra intensifs. On peut catégoriser les élevages de crevettes en 4 types. Donc on a d'abord les élevages intensifs, semi-intensifs, extensifs et puis super intensifs. Alors là c'était pas dans l'ordre. Bon, si on commence par le moins intensif, donc les élevages extensifs, souvent en fait ça va être des bassins de creusés directement dans la terre qui sont alimentés par généralement l'eau de mer. Il va y avoir en fait peu de filtration, peu de contrôle en fait sur les conditions de l'eau dans lesquelles évoluent les crevettes. Et puis l'eau va être à même la terre, ça va être un peu comme un étang presque naturel entre guillemets à ciel ouvert.
Dans des conditions semi-intensives, il va y avoir un petit peu plus de contrôle de la qualité de l'eau, et puis les bassins vont pas être à même la terre nécessairement. Il peut parfois y avoir en fait une espèce de liner comme dans les piscines, en fait cette bâche en plastique qui va séparer la terre et puis l'eau. Dans les systèmes intensifs, ça va être la même chose, mais avec encore davantage de contrôle sur l'eau et la filtration. Et puis enfin dans les systèmes très intensifs, super intensifs, là on est parfois même plus en fait à ciel ouvert. Ça va être de l'eau qui parfois même est recyclée, recirculée. Il va y avoir aussi potentiellement plus de technologie en fait d'élevage et d'automatisation, voilà, pour avoir un plus grand contrôle sur les conditions de ces crevettes. En général, je dirais que l'élevage de crevettes un peu typique, c'est quand même plutôt à ciel ouvert, dans des bassins qui sont soit entre guillemets naturels à même la terre, soit avec des bâches. Et vous me disiez plutôt que c'est pas absolument automatique, que plus d'intensification entraîne plus de souffrance, et le rapport pointe plutôt que en fait c'est des types de risques de souffrance différents selon les types d'élevage, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, quand on est dans un système extensif et qu'on a relativement peu de contrôle sur la qualité de l'eau, qu'il y a, potentiellement de l'absorption par la terre ou des échanges entre la terre et l'eau dans laquelle évoluent les crevettes. Le type de risque qu'on va avoir, ça va être peut-être une qualité de l'eau qui va pas être suffisante, qui va pas être bonne pour les crevettes, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui affectent les crevettes, par exemple la température de l'eau, sa salinité, le pH, etc. La concentration de tout un tas de différents éléments chimiques qui sont vraiment importants pour leur survie et si elles sont sentientes pour leur bien-être probablement aussi. Et donc si on n'a pas un grand contrôle sur la qualité de l'eau, on va s'exposer à des risques de souffrance liés au déséquilibre de ces éléments chimiques ou à des variations dans la qualité de l'eau générale. Et ça d'ailleurs, vu qu'on est souvent à ciel ouvert, particulièrement en extensif d'ailleurs, on est tout le temps à ciel ouvert, en fait rien que la pluie, ça va affecter la salinité de l'eau, ça va affecter le pH, ça va affecter tout un tas d'éléments. Et en parallèle de ça, on va avoir, quand il y a une moindre qualité de l'eau, potentiellement le développement davantage de maladies qui vont pouvoir aussi se transmettre entre les crevettes. Voilà, donc ça c'est pour les risques liés à l'extensif. Et puis si on est dans un environnement à l'inverse super intensif, où on est dans un environnement extrêmement contrôlé et de ce point de vue relativement propre, où on n'a pas de maladie, où on a un grand contrôle là-dessus, où on a également un contrôle sur la provenance des crevettes, etc. Dans ces cas-là, on risque d'avoir d'autres problèmes qui vont découler. Donc, comme les crevettes vont mieux survivre, on va être tenté de les stocker avec une plus forte densité de peuplement. Une chose, en fait, dont on ne sait pas à quel point ça affecte le bien-être des crevettes. Et puis, par exemple, on peut se retrouver dans une situation où on élève des crevettes dans un bassin qui est quasiment lisse, alors que les crevettes aiment fourrager, elles aiment pouvoir se cacher, et en fait cet enrichissement du milieu d'élevage, il n'est pas nécessairement pratiqué, et il va pas forcément répondre bien aux besoins physiologiques et comportementaux des crevettes. Et donc forte densité de peuplement, pas de possibilité de se cacher. Il y a des risques que ça déclenche de l'agressivité chez certains individus, que ça mène à du cannibalisme, ce genre de choses qu'on peut aussi voir dans les élevages intensifs et très intensifs. D'accord, oui, donc globalement, beaucoup de souffrance dans tous les types d'élevage, mais pas toujours du fait des mêmes facteurs, on voit bien. Et pour ce qui est de un peu la description de l'économie de l'exploitation des crevettes, globalement, déjà, ça se passe dans quel pays, principalement ? Est-ce que c'est très concentré ou est-ce que c'est très réparti dans plein de pays différents dans le monde ?
Alors pour l'élevage des crevettes, c'est vrai que ça va être quand même concentré dans certaines régions du monde, donc particulièrement en Asie du Sud-Est et de plus en plus en Amérique latine. Mais en termes de pays, il n'y a pas un seul pays qui produit massivement plus que les autres en termes d'élevage, mais voilà, disons que les 5 principaux pays producteurs, ça va être la Chine, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et l'Équateur. Et ces 5 pays produisent à peu près à la même échelle. Donc il y a beaucoup d'importations, toutes les crevettes qu'on mange en Europe, une grosse partie vient de ces pays, c'est ça ? Et donc oui, ça veut dire en fait que certains des principaux pays consommateurs de crevettes en fait importent énormément et donc ça va être le cas des pays de l'Union européenne, ça va être le cas des États-Unis aussi. En fait les crevettes qu'on voit au supermarché, les fameuses crevettes à pâte blanche, ces crevettes-là sont quasiment toujours issues des élevages et sont donc importés. Et un problème général quand on réfléchit au bien-être des crevettes, c'est que dans quasiment tous les pays, il y a presque aucune protection juridique, c'est ça, concernant le bien-être des crevettes, ou même un vague encadrement des pratiques pour éviter les pratiques les plus cruelles. Oui, c'est ça, en fait, il y a de l'encadrement passif dans 3-4 pays. C'est vrai que voilà, en Australie, en Autriche, dans certaines régions de l'Italie aussi et en Suisse, on va avoir une inclusion parfois des crevettes dans la définition de l'animal et l'animal lui va être protégé. Mais en termes d'application concrète aux crevettes, il va pas y avoir de législation, alors que par exemple pour d'autres animaux terrestres, il va y avoir quand même un minimum de législation. On peut pas par exemple tuer un bœuf ou un poulet comme on veut, mais pour les crevettes, il va pas y avoir véritablement d'application de ce type de considération dans la législation. Et puis il faut quand même noter que ces pays en question sont pas particulièrement producteurs de crevettes eux-mêmes, que ça soit au niveau de la pêche ou au niveau de l'élevage. Et donc les enjeux de législation ne se situent pas que sur leur territoire, ou alors il faudrait qu'ils aient des standards à l'importation, mais ça c'est encore plus compliqué à appliquer que les standards déjà sur son propre territoire. Donc c'est vrai qu'on est... Pour l'instant, voilà, au niveau de la protection légale des crevettes, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose, ouais. Bon, mais à part la quasi-absence de protection juridique des crevettes et de leur bien-être, une question qui se pose, c'est la sensibilité du grand public sur leur sort. Parce que c'est souvent un levier d'action presque indispensable pour obtenir des avancées pour les animaux. Vous avez, au sein du Shrimp Welfare Project, produit vous-même quelques recherches sur la question des crevettes dans une phase un peu exploratoire pour un peu défricher la question parce qu'elle est si peu étudiée et pour voir dans quelle direction ce serait le plus pertinent de partir. Et une des études que vous avez faites, c'est une étude sur la perception et la considération morale des consommateurs et consommatrices envers les crevettes. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'elle montre cette étude ? Ouais, alors on a fait une étude où on a interrogé des participants, donc il y avait 393 participants globalement en Europe et majoritairement au Royaume-Uni, et on a posé donc 7 questions, les mêmes, aux personnes, avant et après leur avoir montré une infographie sur le bien-être des crevettes. Et donc c'était des questions sur les considérations morales, les pratiques actuelles, donc par exemple les pédonculations oculaires, la qualité de l'eau, les conditions d'élevage globales, etc. Et aussi le fait de payer plus cher pour des crevettes qui auraient été élevées dans des meilleures conditions. Pour voir si les gens sont prêts en fait C'est ça, exactement. à faire des choses vraiment concrètement pour améliorer un tout petit peu et réduire la souffrance, y compris avec leur porte-monnaie. C'est ça, oui. Et du coup, donc on a évalué ça. La considération morale à l'égard des crevettes, elle était quand même relativement élevée au début de l'enquête, mais on a vu qu'après la visualisation de notre infographie, il y a eu une tendance claire à l'augmentation de la préoccupation sur le bien-être. Donc par exemple sur les pratiques, on a vu que sur les méthodes d'abattage, les personnes qui ont indiqué
que c'était un grand ou un énorme problème et que c'était très important. C'est passé, donc avant, on est montré l'infographie, c'est passé de 23% à, après l'infographie, 75%. L'ablation du pédoncule oculaire, 23% à 79%. Et par exemple, les maladies infectieuses, de 33% à 83%. Ah, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, le facteur principal qui fait que les gens pensent que c'est pas un problème initialement, c'est juste le manque d'information. Oui. Et quand vous, avec votre infographie, vous leur dites, bah, c'est comme ça que ça se passe, et je sais plus quels éléments vous donnez, mais vous dites en gros vous dites une toute petite information sur le fait qu'on a de bonnes raisons de penser que les crevettes sont sentientes, et vous décrivez les pratiques en question, bah, tout de suite, les personnes se disent, ah, bah, du coup, c'est un problème. Oui, exactement. Bah, on a vu que beaucoup de personnes, notamment quand on posait les questions sur les méthodes d'abattage ou l'ablation du pédoncule oculaire, il y a beaucoup de personnes qui disaient, je ne sais pas ce que c'est, en fait, au début. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que l'explication, finalement, les gens se disent, ah, mais oui, c'est important, c'est grave, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et améliorer, quoi. Pareil, sur la considération morale, on a posé la question sur est-ce que vous pensez que les crevettes, ce sont des êtres sentients qui méritent de ne pas souffrir. Et avant l'infographie, il y avait 37% des personnes qui disaient que c'était des êtres sentients et que les crevettes ne méritaient pas de souffrir. Et on est passé à 66% après. Donc en fait, finalement, quand les personnes sont renseignées et ont les informations, on voit une grosse augmentation des personnes qui pensent qu'il y a une importance à faire attention aux conditions d'élevage des crevettes et qui pensent que les crevettes sont des êtres sentients et qui ne doivent pas souffrir. Mais c'est important parce que ça suggère quand même peut-être qu'un des moyens d'activisme principaux pour aider les crevettes, c'est peut-être juste d'informer sur leur sentience et leurs conditions d'exploitation. Ça peut déjà faire beaucoup en fait et ça fait partie de votre travail finalement de faire exister cette question-là, de la faire exister dans le mouvement animaliste, dans les milieux de l'industrie, en fait à toutes les échelles, de visibiliser cette question. Oui, c'est ça. Une de nos interventions principales, on en a plusieurs, mais une de nos interventions principales, c'est de sensibiliser finalement au bien-être des crevettes, aux conditions de bien-être des crevettes, et on fait des conférences, des podcasts par exemple comme maintenant. On publie des articles. Que ce soit aussi dans le domaine donc du milieu animaliste, de l'altruisme efficace, mais aussi au sein de l'industrie directement. Et d'ailleurs, sur cette étude, moi j'ai été assez surpris, y compris du niveau de considération morale initiale, avant même toute information. Je me disais pas que 37% des gens allaient se dire que oui, c'était important de prendre en compte et de réduire la souffrance des crevettes en fait. Ouais, personnellement aussi, ça m'a un peu surpris. Je pensais pas que le taux serait très bas non plus, mais je m'attendais pas à que ce soit si haut déjà de prime abord. Donc ça veut dire que en fait, on aurait pu penser que les gens n'en avaient rien à faire des crevettes, et en fait, peut-être que si, et peut-être que du coup c'est d'autant plus important de faire des choses pour les aider, et qu'il suffira de plus informer, parce que les gens, quand on leur en parle, sont à la fois ils sont prêts à faire des choses en fait, et trouvent que c'est une question importante. Ouais, absolument. Alors autant cette étude s'inscrivait dans une phase un peu exploratoire, peut-être de Shrimp Welfare Project, pour défricher, comme je l'avais dit, le terrain. Et du coup, il y a eu d'autres recherches, on va peut-être pas faire tout le tour, mais globalement, Shrimp Welfare Project a produit plein de recherches qui peuvent être utiles, y compris à d'autres associations qui voudraient se lancer, aider les crevettes, peut-être avec des stratégies un peu différentes. Enfin, en fait, vous faites un travail général qui peut être utile à plein d'autres organisations, à plein d'autres associations animalistes, même au sens large, peut-être même pour d'autres animaux aquatiques. Enfin, c'est utile en fait le travail que vous produisez. Ouais, donc c'est vrai qu'on fait pas mal de recherches et on essaye de publier des rapports, donc qui sont utiles pour nous, notre propre compréhension du sujet et notre travail, mais qui seraient aussi utilisables pour d'autres organisations, et notamment d'autres organisations qui voudraient se lancer sur les crevettes, parce que nous, on travaille sur les crevettes d'élevage, mais il y aurait quand même d'autres choses qui seraient très utiles à créer pour les crevettes de manière générale. Les crevettes pêchées notamment, c'est ça? Vous vous concentrez pas du tout sur ça? C'est ça, ouais. Nous, on travaille pas du tout sur ça, et ce serait par exemple très intéressant d'avoir une association qui travaille sur ça, ou par exemple sur d'autres pays où nous on peut pas travailler, ou des choses comme ça. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que nos rapports peuvent être utilisés aussi dans ces cadres-là. Est-ce que les crevettes roses, qu'on appelle les crevettes roses, que les gens peuvent acheter en supermarché, sont vraiment roses? Ah oui, alors en fait les crevettes souvent sont roses après la cuisson. Mais c'est vrai que quand on les voit dans les élevages, elles sont plutôt multicolores ou transparentes, en général quand même un peu transparentes. Elles ressemblent pas du tout à l'image qu'on s'en fait, elles ne ressemblent même pas en fait à l'emoji crevette souvent qu'on a sur nos téléphones. Ça ressemble
pas beaucoup à ça. Il y a des crevettes qui sont roses dans la nature, mais c'est pas celles qu'on mange en majorité. Comme je disais, une des espèces de crevettes les plus consommées, c'est les crevettes à pattes blanches. Et celles-là, en fait, elles sont un peu grisâtres, quoi. Si elles sont pas cuites, elles ont cette couleur grisâtre translucide. Oui, ça montre bien l'ampleur de nos représentations spécistes. Quand on s'imagine une crevette, on s'imagine en fait déjà l'aliment qu'on a préparé pour le manger plutôt que l'individu sentient dont il provient. Et même, je crois, c'est le cas pour la forme aussi, non ? Les crevettes sont pas courbées comme on les voit une fois dans nos assiettes. Elles sont en fait plutôt allongées à la base, avant d'être cuites. Et oui, ça vaut le coup en fait de faire une recherche sur internet quand on tape crevettes et qu'on regarde dans Google Images, on va souvent pas tomber sur des photos de crevettes vivantes ou alors peut-être des crevettes domestiques vu que c'est un animal de compagnie de plus en plus apprécié. Ouais, c'est ça en fait, normalement elles sont quand même relativement droites et puis en fait elles se déplacent un petit peu comme je sais pas, un chien saucisse ou par exemple ou un autre animal comme ça un peu allongé qui va se déplacer sur ses pattes. Bon, mais il y a du travail à faire pour avoir plus de considération, de connaissance des individus dont il est question et d'aller au-delà de les considérer comme de simples aliments. C'est vrai qu'il y a un enjeu des représentations des animaux d'élevage. C'est vrai qu'on voit par exemple dans les campagnes des associations animalistes, on va voir des petits cochons mignons, vivants, qui vont être montrés. Alors il faut évidemment toujours rappeler le lien avec les animaux d'élevage, la réalité des conditions d'élevage, et puis la transformation ensuite en bout de viande. Mais c'est vrai que pour les crevettes, on a un peu cette absence d'image un peu mignonne qui nous donne envie, qui nous crée un petit peu de l'empathie pour elles. Et c'est aussi un enjeu. Et par ailleurs, c'est très difficile. On va dire que vous n'allez pas trouver ça à la première recherche Google Images. C'est difficile de trouver des images de crevettes d'élevage vivantes. C'est-à-dire on va avoir des photos de poulets dans les élevages vivants, mais on a peu de photos en fait sous l'eau des crevettes dans les élevages vivantes. Elisa Autric, quelle est la ressource que vous souhaiteriez recommander ? Oui, alors un petit peu en lien avec ce qu'on disait justement sur les représentations, je voudrais recommander un article, plutôt un post sur le forum de l'altruisme efficace, le EA Forum. C'est un post qui s'appelle Strange Love, Developing Empathy with Intention, et en fait ça veut dire étrange amour, étrange affection, développer l'empathie avec l'intention. C'est un post qui revient en fait sur les biais qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines catégories de personnes ou d'animaux qui font qu'on va avoir moins d'empathie pour elles et eux, qui propose des solutions pour tenter de développer son empathie pour ces animaux-là. Dans mon cas, en fait, il me semble que ce post avait été publié à peu près au moment où j'avais commencé à travailler sur les crevettes, et c'est vrai que même si j'étais rationnellement convaincue du fait qu'il fallait aider les crevettes, j'ai voulu développer un lien plus émotionnel avec ces individus-là aussi pour me rappeler pourquoi je fais le travail que je fais tous les jours. Et j'ai donc mis en application certains des conseils qui sont donnés dans ce post, et j'ai par exemple en fond d'écran de mon ordinateur une belle crevette très mignonne. Ah bah super, je pense qu'on a besoin de conseils comme ça pour arriver à dépasser nos biais spécistes et le manque d'empathie spontanée qu'on peut avoir pour certains individus qui sont peut-être plus éloignés de nous et en qui on a du mal à se projeter. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Elisa Autric d'avoir accepté mon invitation dans Comme un poisson dans l'eau. Merci Victor. Léa Gutmann, est-ce que vous avez une ressource à nous recommander ? Oui, absolument. Donc, ce sera aussi un podcast. Super. Mais qui est en anglais, qui s'appelle How I Learned to Love Shrimp. Comment j'ai appris à aimer les crevettes. À aimer les crevettes, voilà. C'est parfait. C'est parfait pour le thème. Et donc, c'est un podcast qui
parle du milieu animaliste globalement, qui présente des projets, des associations qui améliorent la vie des animaux d'élevage et aussi des animaux sauvages, et aussi juste des projets qui accélèrent le développement du mouvement de défense des animaux. Donc voilà, c'est une super ressource. Les épisodes sont très intéressants avec des super intervenantes. Donc je recommande vraiment ce podcast. Trop chouette, vive les podcasts. Oui. Merci beaucoup d'être revenu dans le podcast, Léa Gutmann. Et merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Bon décidément, ce qui arrive aux crevettes, c'est vraiment pas tout rose. Et les crevettes sont presque l'exemple parfait de l'écart gigantesque entre nos représentations des animaux et leur sort réel. On n'a pas tellement parlé dans cet épisode de ce qu'on peut faire concrètement pour les aider, quelles stratégies mettre en place. Le but c'était déjà de montrer à quel point c'est un sujet important et de commencer à vulgariser les recherches disponibles sur la question. Mais sachez que Rethink Priorities travaille sur un rapport qui sortira bientôt sur les stratégies possibles pour réduire la souffrance des crevettes. Comme toujours, vous pouvez retrouver en description toutes les références citées et les recommandations de mes invités. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller laisser 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, de commenter sous les publications, de repartager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important pour faire grandir et découvrir le podcast à plein de personnes. Et puis continuez à en parler autour de vous, mais ça je sais que vous le faites. Et en attendant le prochain épisode, moi je vous dis bisous.